Vous partagez ce constat, c'est un dévoiement de la loi auquel on assiste avec la convocation de Mathilde Panay et Rima Hassan? Mathilde Panot. Oui, et dans une période électorale comme on est actuellement pour les européennes, les élus qui se présentent, les candidats sur les listes doivent être traités avec beaucoup de précautions quant à leurs paroles par la justice. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un débat politique. On est dans une expression. On peut ne pas être d'accord avec ce qui est dit, et c'est légitime, c'est le débat politique. Par contre, convoquer devant la justice des personnes pour apologie du terrorisme, alors que Mathilde Panot et Rima Hassan n'ont jamais fait cette apologie, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais incité à des actes de terrorisme, alors on est dans un flou, et dans un flou qui devient inquiétant pour la démocratie. C'est-à-dire qu'en fait, on doit pouvoir garder cette menace que dans des cas extrêmes, dans des cas particuliers. Et je rappelle qu'il y a un précédent qui est que les élus écologistes avaient été traités d'écoterrorisme, ou les militants écologistes avaient été traités d'écoterroristes par le ministre de l'Intérieur. Et en fait, ce terme de terrorisme doit être utilisé avec énormément de parcimonie et de précaution, parce que c'est suffisamment grave pour qu'on n'en fasse pas une utilisation politique en période électorale. Les militants n'avaient pas été soumis à une loi antiterroriste, en l'occurrence. Non, mais ce terme... pour dégradation, oui, bien sûr. Quoique, moi je suis allée visiter des militants des soulèvements de la Terre dans les locaux de l'antiterrorisme au moment de la dissolution des soulèvements de la Terre, où une partie d'entre eux étaient mis en garde à vue dans les locaux de l'antiterrorisme. Mais pour dégradation de biens, pas pour... Oui, mais il faut vraiment manier ce terme de terrorisme et le réserver à des cas, à des faits, à des menaces qui relèvent réellement du terrorisme. Là, en l'occurrence, il n'y a pas eu cette apologie du terrorisme. Et en période électorale, c'est grave de convoquer des élus et des candidats. C'est pas la première fois qu'on assiste à ça, hein. Il y a le précédent François Fillon qui, pour le coup, a été gravement mis en cause. C'était en pleine campagne présidentielle. C'était pas pour du terrorisme. Ça n'était pas... Mais le convocation ne veut pas dire condamnation, par ailleurs. Non, mais il n'est pas complètement anormal que la justice fasse son travail. Je pense qu'elle pouvait attendre un mois, il n'y avait pas de risque là-dessus. Et par ailleurs, ce mot terrorisme renvoie à un traumatisme particulièrement en France, où nous avons été victimes, où il y a eu des actes terroristes particulièrement sanglants et traumatisants pour la société. Renvoyer ce mot-là, c'est renvoyer à quelque chose qui, évidemment, résonne dans les consciences. Et vraiment, il n'y avait pas d'urgence à le faire dans la période préélectorale. L'avocat Arié Halimi, membre du comité central de la Ligue des droits de l'homme, parle de McCarthyisme actuellement en France. Est-ce que vraiment cette comparaison vous paraît appropriée? Il y a une chasse aux sorcières? Encore une fois, moi, j'ai montré un désaccord au moment du 7 octobre avec la ligne qui avait été défendue par LFI à ce moment-là. Donc, j'ai pas de problème à dire que je n'étais pas d'accord avec la ligne qui a été tenue. Pour autant, je suis extrêmement ferme aussi pour dire qu'il n'y a pas eu d'apologie du terrorisme. Et que défendre la population civile de Gaza, ça n'est pas valoriser des actes terroristes. Et en fait, là, on est dans une instrumentalisation de ce débat. Et je pense que... faut faire très attention, parce que petit à petit, on déplace en fait le centre du débat politique, et il est normal aujourd'hui, il est légitime aujourd'hui de s'inquiéter de la situation à Gaza et de s'inquiéter des civils de Gaza. Vraiment. Légitime au point d'occuper Sciences Po, d'occuper la Sorbonne, parce que vous vous êtes indigné de l'intervention des forces de l'ordre, vous vous indignez aussi de la décision de Valérie Pécresse de suspendre les financements de la région Île-de-France à Sciences Po. Est-ce qu'il fallait laisser ces occupations avoir lieu? Mais moi, j'ai été vice-présidente d'une université pendant plusieurs années, et je crois même pendant 15 ans. Il y a eu des occupations d'universités. On n'appelle pas les forces de l'ordre comme ça. On ne demande pas non plus à des étudiants qui sont étudiants à sciences politiques de ne pas faire de politique. En fait, là, il y a un débat politique. Ils ont montré un soutien et une inquiétude vis-à-vis de la situation à Gaza. C'est un mouvement qui est international par ailleurs. Il faut être extrêmement prudent dans ces mouvements-là pour ne pas donner de billes au soupçon d'antisémitisme qu'il peut y avoir de l'autre côté. Par contre, qu'ils s'inquiètent de la situation et fait partie de la vie étudiante et fait partie de la construction politique des étudiants. Et moi, je suis très inquiète aussi du fait qu'on sucre ou qu'on supprime des subventions à une école comme Sciences Politiques, simplement parce que l'opinion de certains des étudiants ne plaît pas aux personnes qui distribuent les subventions. En fait, là, il y a eu une manifestation étudiante, comme il y en a sur tous les sites universitaires, et ça fait partie de notre dynamique intellectuelle et de la construction intellectuelle, de la construction du débat politique. Et vraiment,
j'invite à ce qu'on n'aille pas dans une interdiction d'un débat politique qui ne serait pas dans les normes de ce qui est décidé ici ou là. En fait, là, il y a un sujet. Il y a un sujet. À Gaza, aujourd'hui, il y a un sujet. Il y a des civils qui meurent par dizaines de milliers. Il y a un sujet. Il est normal que la jeunesse de notre pays, une partie en tous les cas, s'en inquiète, comme il est normal aussi qu'il y ait une partie de la jeunesse qui s'inquiète sur d'autres sujets. Et en fait, vraiment, on ne va pas mettre sous cloche, on ne va pas verrouiller la société française, comme on sent qu'il y a quand même quelques volontés de le faire. On ne va pas interdire l'expression d'opinion politique, particulièrement dans un moment qui va quand même marquer les prochaines années les opinions qui sont interdites, ce sont les blocages. Oui. Mais il y a pas les manifestations, pas les expressions. Mais dans toutes les universités, dans toutes les écoles, il y a toujours eu des blocages. Toujours. Moi, l'université de Lille, je peux vous dire, j'ai vécu des dizaines de blocages. Bon, ben voilà, ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours, et puis ça revient. Ça fait partie du mode d'expression étudiante. On peut le regretter. D'ici à envoyer la police sur des sites universitaires, dont je rappelle que normalement, la police n'entre pas sur des sites universitaires. Ça se fait en accord avec les autorités universitaires. Exactement. Et ça a été le cas à Sciences Po et à la Sorbonne. Et en l'occurrence, à Sciences Po, la direction de Sciences Po a dit qu'ils cherchaient une solution médiane et qu'ils ont négocié avec les étudiants afin qu'il n'y ait pas de prise, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la manière dont la chose se règle. Pardon. Il y a eu des membres, en tout cas, de la France Insoumise qui se sont rendus à Sciences Po. La France Insoumise qui semble d'ailleurs faire de cette question palestinienne le cœur de sa campagne pour les élections européennes, au risque d'éclipser sa tête de liste. Manon Aubry, est-ce que c'est vraiment cette question qui doit être au cœur de la campagne des européennes ? Ça, il y a un sujet, encore une fois, qui est inquiétant pour tout le monde. Après, voilà, mais je ne suis pas... Enfin, en tous les cas, les écologistes ne font pas ça et je soutiens que les écologistes ne fassent pas ça. Je pense que c'est un sujet parmi d'autres et que si on traite de ce sujet, alors il faut aussi en traiter la dimension européenne, c'est-à-dire quel rôle l'Europe a-t-elle à jouer dans ce conflit et comment doit-elle intervenir. Voilà, maintenant c'est le choix qui a été fait, c'est le choix qui a été fait par LFI. Voilà, les écologistes qui sont crédités de 8% des intentions de vote selon un dernier sondage, 2 points de gagné en 2 mois, mais il y a Raphaël Glucksmann là qui a 13%. La liste PS Place Publique, est-ce qu'elle n'est pas en train de s'installer là comme le vote utile à gauche ? En fait, on voit que l'électorat de gauche se cherche à chaque fois une forme de héros, de figures qui permettraient de rassembler, etc. Là, manifestement, il y a une partie de la gauche qui s'intéresse à Raphaël Glucksmann. Moi, la seule chose que je voudrais dire, c'est que il n'y a pas d'écologie sans écologie, que l'Europe a été un moteur en matière d'écologie, qu'aujourd'hui on a un danger, c'est que l'Europe passe à droite et à l'extrême droite. Les propos d'Ursula von der Leyen sont extrêmement inquiétants, ils ont peu été notés dans le débat public, mais là elle a dit qu'elle était prête à s'allier avec les partisans de Mélanie et d'autres pour gouverner l'Europe. Pas à s'allier, à à travailler avec. Eh oui, enfin, c'est quand même un sujet que... C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des votes en commun ponctuels, c'est ça qu'elle a dit. Avec le groupe des conservateurs OCR. Voilà, elle n'a pas précisé ça. Elle a dit s'appuyer sur les votes et elle a dit travailler avec. Moi, je suis désolée, quand on travaille avec, c'est qu'on crée une majorité au sein du Parlement européen. Que Ursula von der Leyen... légitime à ce point-là une montée de l'extrême droite en Europe par ses propos, les normalise dans le débat politique, c'est un sujet. Et en fait, aujourd'hui, on a une Europe qui est en train de, elle aussi, prendre un virage à droite et à l'extrême droite. Et je m'inquiète de la question écologique parce qu'on voit qu'elle est la première sacrifiée quand il y a un passage à droite dans les exécutifs. Depuis un peu plus d'une semaine, les auditions se poursuivent à l'Assemblée nationale devant la commission spéciale qui est chargée d'examiner le projet de loi sur la fin de vie. L'occasion pour ceux qui sont auditionnés d'y livrer des témoignages très personnels. C'était le cas du professeur de médecine, Philippe Juvin, qui s'exprimait mercredi dernier en présence de représentants des cultes. Monseigneur Dornelas a malheureusement provoqué quelques ricanements dans cette salle quand il a justement expliqué tout à l'heure que la sédation profonde, c'était pour aider et pas pour tuer. Alors, je voudrais commenter parce que c'est l'importance de l'intention. Moi, j'ai pratiqué la sédation profonde chez mon père. Chez mon père. Et je n'ai pas tué mon père, je l'ai aidé. La différence, elle est fondamentale. Ceux qui n'ont pas compris ça n'ont pas compris la loi Leonetti. Le même jour, vous avez également témoigné pour dire que vous aviez assisté au suicide de votre mère qui, à 68 ans, était atteinte d'un cancer en phase
terminale. Vous avez dit, qui serais-je pour lui interdire, moi, ce geste? C'est la question que vous vous êtes posée? Donc vous avez assisté à son suicide? Oui, ma mère avait un cancer depuis 18 ans. Et elle a eu des périodes de rémission et des périodes de rechute. Et elle nous avait dit qu'elle voulait choisir sa mort. Et elle avait adhéré d'ailleurs à l'association ADMD pour que ces directives anticipées soient prises en compte. Et comme il n'y avait pas eu de médecin en face ou de substance pour l'aider, elle avait pris des médicaments qui étaient chez elle, chez nous, et elle les a avalés. Et ce qui a été extrêmement dur, c'est qu'en fait, moi, je venais la voir je venais chez elle la voir, et elle a profité du moment où mon père venait me chercher au train pour avaler ses médicaments. De sorte que quand on est arrivé à la maison, mon père et moi, eh bien, elle était déjà inconsciente. Elle les a pris probablement juste après le départ de mon père. Ce qui fait que ma mère, qui a vécu 40 ans avec mon père, ne lui a pas dit au revoir, ni je t'aime, ni merci pour la vie en commun. Elle ne me l'a pas plus dit à moi, elle ne l'a pas dit à mon frère. Et en fait, moi j'ai assisté à une agonie qui n'était pas gérée médicalement, c'est-à-dire à une agonie de plusieurs heures, près de 10 heures, ou qui manifestement la faisait extrêmement souffrir. Et aujourd'hui, on est dans la fin de vie, dans la même situation que l'on a été sur l'IVG pendant un moment, c'est-à-dire qu'il y a ces espèces de fin de vie clandestines, de personnes qui ne veulent pas que la maladie gagne sur eux, qui veulent garder une forme de dignité aux yeux de leurs proches, qui ne veulent pas être dégradés, que leur santé, que leur physique ne soit pas dégradée au point que leurs proches ne gardent pas un souvenir d'eux qui est un souvenir d'une personne très grièvement malade. Ma mère avait cette coquetterie, avait cette dignité affichée qu'elle voulait rester digne et droite et debout pour mourir. Et en fait, l'absence de loi pour aider ces personnes, eh bien, les oblige à le faire par elles-mêmes de manière artisanale, j'ai envie de dire, avec ce qu'elles ont sous la main. Et pour le pire, d'eux-mêmes et de leurs proches. Et c'est pour ça que je soutiens aujourd'hui cette loi sur l'aide active à mourir, parce que je pense que donner une substance létale quand le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme, c'est une manière de donner un acte de soin et de ne pas laisser les gens se suicider clandestinement ou les médecins faire le geste clandestinement. Et en fait, là, je pense que ça ouvrira un droit nouveau et quelque part une nouvelle ère aussi pour les personnes qui aujourd'hui sont en fin de vie, quelque chose de serein. Ils savent qu'ils peuvent y avoir recours. On comprend pourquoi il était important pour vous de livrer ce témoignage extrêmement personnel et douloureux. Pardon de vous poser cette question, mais vous n'avez pas appelé les secours quand vous avez retrouvé votre mère inconsciente? Vous connaissiez son intention? Oui, parce qu'elle nous avait signifié son intention. Et par ailleurs, quand on est arrivé, il y avait un espèce de petit bout de papier déchiré à la va-vite qu'elle m'avait écrit à moi, sur lequel elle mettait « Je ne voulais pas que ton père soit seul ». Et en fait, je savais qu'elle ne voulait pas qu'on appelle les secours parce qu'elle voulait mourir chez elle. Et en fait, ne pas appeler les secours, c'est aussi être face à une responsabilité. Et moi, je voudrais avoir une pensée pour toutes les personnes qui ont vécu des choses proches ou peu éloignées de ce que nous avons se sont retrouvés dans cette contradiction. Exactement. Et depuis que j'ai fait ce témoignage, je reçois beaucoup d'autres témoignages de personnes qui me disent « mais moi, il s'est passé ça, moi, il s'est passé ça ». Et aujourd'hui, je pense que l'absence de cette aide active à mourir, alors même que les traitements ont beaucoup prolongé la vie des gens qui sont malades, eh bien, met beaucoup de proches en difficulté, dans la solitude, dans le fait de gérer ça seul, et perturbe aussi les deuils que l'on a à faire de ces personnes, parce que moi j'aurais aimé que son départ soit beaucoup plus serein, qu'on se dise des mots d'amour et qu'on se quitte comme ça. Et en fait, beaucoup de gens sont privés de ces mots, privés de cet au revoir qui est aussi nécessaire à l'exercice du deuil et au processus de deuil. Et c'est pour cela que, voilà, aujourd'hui, j'ai entendu les hommes d'église, les hommes de culte m'expliquer que on ne doit pas donner la mort parce que c'est philosophiquement inacceptable, etc. Mais je pense qu'il faut aussi prendre en compte la souffrance dans laquelle les personnes peuvent être. Ce projet de loi, il ouvre la possibilité d'une assistance au suicide à des strictes conditions pour les personnes
personnes en fin de vie, c'est trop restrictif encore, vous le pensez ? Je pense qu'il y a une ambiguïté sur la manière dont sont prises en charge les personnes qui sont dans des maladies neurodégénératives, typiquement les personnes qui sont malades d'Alzheimer. À quel moment, si elles ont donné leur directive anticipée et que leur conscience s'étiole, eh bien, comment on fait pour respecter leur volonté? Je pense aussi qu'il y a toutes les maladies invalidantes, type maladie de Charcot, qui sont mal comprises dans le projet de loi actuellement. Et par ailleurs, je voudrais aussi dire que aujourd'hui, les soins palliatifs ne sont pas garantis aux personnes qui ne veulent pas de cette fin-là, mais qui préfèrent les soins palliatifs. Et je voudrais que nous allions non pas vers une augmentation des soins palliatifs, mais vers un véritable droit d'accès aux soins palliatifs, de sorte que des personnes ne soient pas incitées à aller vers l'aide active à mourir, faute de disponibilité des soins palliatifs sur les territoires sur lesquels ils vivent. Merci beaucoup Sandrine Rousseau d'avoir accepté ce soir notre invitation.